Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors, jour J aux États-Unis, jour de vote, Alexandre, et tu nous résumes un peu comment chacun des candidats a conclu sa campagne. Oui. D'abord, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, Donald Trump qui va voter à West Palm Beach, en Floride. C'est à 11h cet avant-midi. Kamala Harris, elle a déjà voté là, par correspondance. On imagine que... un peu comme le pan déploie son beau plumage et sa superbe. Donald Trump qui vote pour lui-même. Il doit faire un gros X, là. Il doit bien beurrer comme il faut. Là. Il doit sortir du bureau en disant, là, je viens de faire un vote de qualité. Je viens de voter pour un des meilleurs candidats au monde. Oui, et le chiffre magique à retenir, 270. Ça prend 270 grands électeurs pour obtenir les clés de la Maison-Blanche. Et... bien sûr que le système électoral aux États-Unis peut nous paraître complexe, mais simplifions tout ça à des courses dans 7 États pivots. Et quand on regarde notamment le dernier sondage New York Times Siena College au cours de la fin de semaine, Harris menait au Wisconsin, en Georgie, au Nevada et en Caroline du Nord. C'était l'égalité en Pennsylvanie et au Michigan, et Donald Trump était en avance en Arizona. Pour accéder à la Maison-Blanche, les deux candidats devront se frayer un chemin en remportant certains de ces États-clés. Et l'État-clé qui comporte possiblement le trousseau de clés, c'est la Pennsylvanie. Oui, parce qu'il est plus gros. Mettons, dans ceux que tu as nommés, le Nevada, c'est 6 grands électeurs. Donc, 6. Pour aller chercher le 270, ça compte pour 6. Alors que la Pennsylvanie compte pour 19, parce que c'est un État plus gros, plus de population. Alors, ce 19-là, il est gros. Là. Mettons, des États qui donnent 6, t'en gagnes 3, ça te fait moins que le 19 de la Pennsylvanie. Donc, c'est un peu pourquoi ça devient l'État. Et là, écrivez-nous pas ou appelez-nous pas pour nous demander pourquoi c'est de même. Ça, c'est compliqué. Non, parce que j'ai reçu souvent des gens qui nous disent « Mais M. Dumont, là, pourquoi c'est de même? Là? Pourquoi, mettons, à l'élection de 2016, Hillary Clinton avait eu plus de votes que Trump à l'échelle de l'ensemble du pays au vote populaire, mais État par État, avec le système de collège électoral, de points que donne... Pourquoi c'est de même? Là? Moi, je suis pas un père de la Constitution américaine. Je suis pas un rédacteur. Ce sont les règles du jeu. Et il y a une logique. En fait, la logique, si on peut l'expliquer, c'est que à un moment donné, mettons, la Californie, là, je pense que ça donne 54 grands électeurs. C'est un immense État. C'est plus gros que le Canada. Là. 54 grands électeurs. Mais quand même que tu gagnerais 80% du vote en Californie, même si un parti est très, 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 très fort dans un coin du pays, ça donne pas plus de grands électeurs. Tu ramasses des 54, tu ramasses des 54. Et l'idée, c'est de dire que le président doit non seulement avoir beaucoup de votes dans l'ensemble, mais doit aussi être représentatif de beaucoup d'États. Là. Tu pourrais pas, en contrôlant juste quelques États très populeux, contrôler le pays. Il faut que tu ailles élargir tes assises. C'est un peu ça la logique. Mais pourquoi c'est de même? C'est de même. Et on vous parle souvent de l'importance du fameux mur bleu ou de ces États industriels du Nord, que ce soit le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Rust Belt, la ceinture de rouille. Ben, dans le cas de Mme Harris ou de M. Trump, on veut mettre la main sur dans le meilleur des cas, puis c'était dans la dernière élection en 2020, les démocrates avaient tout raflé, donc le mur bleu. Mais il y a différents chemins possibles vers la Maison-Blanche. Ce qu'on va surveiller également, c'est le rehaussement de la sécurité. Là. On a déjà vu autour de certains bureaux de vote augmentation de la sécurité. Ça a été le cas, entre autres, un peu plus à l'ouest, là, par exemple, en Arizona. Et même à Washington également, où Mme Harris va tenir son rassemblement là, ce soir. M. Trump va être en Floride, mais Mme Harris va être à l'université Howard à Washington. Déjà, on sentait présence policière accrue. On installait certaines clôtures également pour éviter tout débordement. Ça fait malheureusement partie du décor et c'est comme si... D'abord, la plupart des experts pensent que si Donald Trump mange pas une volée, là, tout ce qui est serré, il va faire un discours de la victoire. Ouais, très tôt. Ouais, le plus tôt possible, il va faire un discours de la victoire. Ouais. Même si, et il l'avait fait la dernière fois, on a eu le résultat, parce que les votes par la poste, ça avait été long à compter, on avait eu le résultat le samedi après-midi. Là. Oui. Mais le résultat final,
Mais Donald Trump avait fait durant la nuit un discours de la victoire en disant bon, on a gagné cette élection-là, ce qui lui permet, lui, ensuite, d'engager l'engrenage de son discours, que dans le fond, c'est lui qui a gagné, pis tout ça. Fait que moi, je m'attends à ça, à moins que vraiment, dans tous les États clés, là, ça tombe démocrate, mais c'est peu probable. Dans tous les scénarios de résultats serrés, ou même qu'à 3 heures du matin, on n'est pas encore capable de donner un gagnant, attendez-vous, c'est fou de penser comme ça, parce que Donald Trump fasse un discours de la victoire, je dis ça, mon lien avec la sécurité, c'est que les partisans de Trump, eux, il n'y a pas de nuance. Une fois que Trump, mettons à 3 heures du matin, fait un discours de la victoire, bon, ben là, il a gagné. Ben, c'est le meilleur résumé que tu peux faire. Il a gagné. Fait que là, tout ce qui arrive après, c'est que là, on essaye de nous voler l'élection, puis tout ça. Et c'est certain que pour les partisans de Trump les plus agressifs, oserais-je dire armés, etc., pas dire qu'il va arriver quelque chose, mais il y a un risque. Si tu es une autorité de sécurité aux États-Unis, tu vis certainement avec l'idée qu'il y a un risque qu'il arrive quelque chose. Pour finir là-dessus, des artistes qui sont prononcés hier, on a même des extraits, ils ont fait des spectacles musicaux dans les rassemblements. Là. Il y en a eu beaucoup. Bon, plusieurs espéraient, on parlait de Taylor Swift. Taylor Swift était au football, finalement, pour encourager son conjoint. Mais il y en a eu partout des rassemblements avec les artistes, entre autres Christina Aguilera, qui était sur place. Interprétant Fighter à Las Vegas au Nevada. Il y a Katy Perry qui était à Pittsburgh en Pennsylvanie. Mais il y a également à Philadelphie Oprah Winfrey et Lady Gaga qui y étaient avec Edge of Glory. Out on the edge of glory and I'm hanging on this moment with you. I'm on the edge, right on the edge. I'm on the edge, right on the edge of glory. Bon, toujours très bon, Lady Gaga. Oui, mais... Bon Jovi à Détroit aussi. Il y avait vraiment beaucoup d'artistes déployés. Oui, qui se sont mouillés la dernière fois. Le but à cette étape-ci, je pense, c'est de secouer les derniers électeurs qui pourraient tenter de rester à la maison ou qui oublieraient que c'est jour de vote. Mais c'est quand même... tu vois un rassemblement politique, tu as un concert gratuit de Lady Gaga, c'est un beau petit bonus. C'est quand même chouette. Honnêtement, c'est très bon. Même Christina Aguilera a fait une superbe performance. Ce que je voyais, moi, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui sont allés voter et qui disaient pour qui ils votaient sur les réseaux sociaux. Ceux qui votaient républicains faisaient la petite danse de Trump sur YMCA. Il y en a beaucoup, j'ai vu sur les réseaux, mentionner vraiment, je vote pour tel candidat. Moi, je me demande, si Donald Trump rentre au pouvoir, là, est-ce que ça pourrait nuire à toutes ces personnalités publiques qui se sont mouillées? Non, ça leur nuit déjà. C'est-à-dire que ça leur nuit déjà. Il y a un engagement. Tu sais qu'il y a des pro-Trump qui vont peut-être boycotter ta musique ou arrêter des... Mais là, il y en a tellement qui sont mouillés que... Parce que Trump avait fait des menaces à Taylor Swift, tu sais? Ouais. Mais je veux dire, je pense que Taylor Swift... C'est pas vraiment son public cible, j'ai l'impression. Non, puis probablement qu'ils se disent que les gens vont oublier, mais on se comprend qu'il y a beaucoup d'artistes qui voudront pas se mouiller à cause de ça jamais, là, qui vont dire, ben moi, regarde, je fais un produit, c'est de la musique, je le mets, puis je veux pas me mettre personne à dos pour des raisons politiques ou autres. Parce que Harrison Ford a fait une vidéo en fin de semaine, celui qui se mouille pas ben pour voter, pour appuyer finalement Kamala Harris, puis il disait, je pensais jamais faire ça de ma carrière, c'est pas mon genre d'émettre mes opinions en public, mais il a fait une longue vidéo quand même sur les réseaux. Je pense, écoute, il y a souvent ça, là, des gens qui se mouillent, mais je pense pas avoir souvenir d'une campagne où autant d'artistes aient décidé d'un côté ou de l'autre, là, mais de se mouiller. Alex, elle a ajouté quelque chose? Ben, ce que j'étais pour dire, parce que oui, il y a eu les prestations d'artistes sur scène, mais il y a eu un discours aussi, entre autres, de Mme Harris, qui ne nomme plus Donald Trump depuis quelques jours déjà. C'est une nouvelle stratégie. Oui, c'est ça. Alors, d'une part, Kamala Harris, puis je vous ferai entendre l'extrait de Trump par la suite, là, mais Kamala Harris, hier, a martelé à Philadelphie pour son grand dernier rassemblement de cette campagne-là, son message d'unité. A rappelé la différence entre elle et son adversaire, et elle promet d'être la présidente de tous les Américains. Voici Mme Harris. You who have known fewer rights than your mothers and grandmothers are standing up for freedom. And for you, none of these issues is theoretical or political. This is your lived experience. And I see you. And I see your power. And we must recognize how
bright the future of our nation is because of you. So can we hear it for our first-time voters, everybody? Alors, un appel à la mobilisation, notamment des personnes qui vont exercer leur droit de vote pour la première fois. On veut faire sortir le vote. 22 ans et moins. Ben oui, alors on veut faire sortir le vote chez les démocrates. Dans le camp de Donald Trump, il a conclu sa campagne à Grand Rapids, au Michigan. Est-ce que M. Trump est un peu superstitieux? Ben, il avait terminé sa campagne là en 2016. Il avait fait la même chose en 2020. Un discours fleuve, Mario, de 2 heures. Mais il y a quand même une énergie. Oui, ben oui. Il y a 78 ans. Oui. Lui avait commencé plus de bonne heure hier matin que Kamala Harris. Il a fait son premier discours, il devait être environ 11 h le matin. Il était dans l'amphithéâtre à 10 h. Et là, en fin de soirée, il est rendu. Puis là, 2 heures au micro, c'est fatigant. Ben oui, non, c'est quand même pas rien. Au lutrin, puis il bouge, puis il se donne. Puis... Il danse aussi. Il est très danse bon. des manivelles. Il danse un petit peu, Ben la oui. danse des manivelles. Alors, OK. il a cogné sur le clou, entre autres, des tarifs douaniers. Il a cogné sur le clou également de l'immigration. And you're going to say that to her. You're going to say, you've done a terrible job, you're grossly incompetent, we're not going to take it anymore. Kamala, you're fired. Get the hell out. Get the hell out of here. You're out of here. The United States is now an occupied country, but it will soon be an occupied country no longer. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. Alors, la journée de la libération, le 5 novembre, pour l'Amérique, qu'il considère comme pays occupé. Il avait la voix rauque un peu, le Donald, hein? Tu disais, il avait tenu beaucoup de discours, c'est clair, et il avait ressorti avant sa fameuse phrase « Kamala, you're fired! Kamala, t'es congédié! » Ça, les amateurs de l'émission The Apprentice se souviendront que c'était sa ligne. Alors, il l'a ressorti à quelques fois dans la campagne. Il congédiait des gens, mais c'est une... je veux dire, pour lui, là, c'est une journée de campagne hier complètement folle. Et il a fait campagne, c'est-à-dire, c'est une de ses fiertés. Là, il prend pas les fins de semaine, il arrête à peu près pas. Il fait campagne 7 jours sur 7. Non, il est dans une forme redoutable. Et on va lui donner quand même, il trouve les façons de faire jaser de lui. Là. Tu sais, ça fonctionne quand même. Ça, je pense après, on peut questionner, là, mais... C'est une chose qu'on a compris de la dernière décennie, c'est qu'il est fort pour faire parler de lui. Vente de véhicules électriques, ça se passe bien chez nous? Oui, on aurait même 2 ans d'avance sur l'objectif du gouvernement, Mario. C'est ce qu'on apprend dans le journal ce matin. En fait, les véhicules zéro émission, ça représente 34 % des ventes totales de véhicules neufs entre le 1er juillet et le 30 septembre. Pour les autres trimestres, par exemple, le trimestre antérieur, on parlait de 28 % des ventes. Faut comprendre aussi, puis il y a certains experts qui sont cités dans le journal, est-ce que c'est une embellie avant un ralentissement? Parce que la fameuse subvention accordée aux propriétaires va diminuer à compter du 1er janvier actuellement. Si vous faites l'achat d'un véhicule électrique, oui, vous avez le 5 000 $ de subvention du fédéral, mais vous avez aussi un 7 000 $ du gouvernement provincial. Ce 7 000 $-là va passer à 4 000 $ à compter du 1er janvier 2025. Donc, si vous achetez le 4 janvier un véhicule électrique, vous laissez 3 000 $ sur la table pour le fun. Là. À moins que les constructeurs diminuent dans la nuit le prix de 3 000 $. Vont peut-être essayer un peu, mais moi, je m'attends à ce que, mettons, le premier trimestre de 2025, les ventes de véhicules électriques au Québec, ça va être bien tranquille. Et moi, sais-tu ce que je remarque? Moi, ça fait 2 ans que je roule en électrique. Là. Mais depuis l'automne, j'ai pas changé rien de mes habitudes. J'arrête aux mêmes bornes de recharge à peu près aux mêmes heures. C'est plein. Mm-hmm. Ça déborde, là. Il n'y en a pas assez, là. Donc, on va en manquer. Ça va devenir difficile de se recharger. Là, je suis obligé d'attendre plus longtemps. Je suis obligé de... Alors là, moi, je remarque le boom qu'on voit dans les chiffres. Moi, je le vois là, sur la route et au recharge. Mais moi, j'ai une admiration. Bon, parce que c'est connu maintenant, je suis pas très patient. Mais mettons, moi, je descendais voir mes parents dans le bas du fleuve avec un véhicule électrique. Ouais. Tu me dis, bon, ben là, tu peux pas faire la distance, faut t'arrêter, mettons, à Québec, ou tu traverseras pas le pont, mais à Lévis, ou vis-à-vis Québec, ou quelque part en chemin, faut t'arrêter. La nervosité ou l'inquiétude de dire, peut-être que je vais arrêter, mettons, au Saint-Hubert, ou tu sais, il n'y a pas tant d'endroits que ça, là, quelques restaurants, quelques lieux, puis que toutes les bornes vont être prises. Là, m'a tout cassé, là. M'arracher des arbres avec mes dents, là, mais je veux dire, tu comprends, moi, tout cassé. Ça rajoute un irritant à la route qui est très longue. Mais il faut planifier encore plus son déplacement. Complètement. Non, mais planifier comme tu veux, c'est 4 heures de route. Là. Descendre voir mes parents dans le bas du fleuve, c'est 4 heures de route. Si 4 heures devient 6-7 heures, c'est
plus la même affaire. Ah ben non, ça, je te rejoins, mais avec les applications notamment, avec circuit électrique, entre autres, là, tu sais, vois, c'est libre. Où sont, tu vois, c'est libre, mais tu vois où tu peux arrêter, où il y a beaucoup de choix, là, où il va pas juste en avoir une, il va en avoir 5, 6, 7, 8. Fait que là, tu identifies tes endroits, tu planifies un peu tes déplacements, tu essaies de coordonner ça avec un repas. Mettons, la place qu'il y en aurait une de libre, c'est le Rona, là. Mais là, je vais-tu arriver chez mes parents avec 3 2x4 dont on n'a pas besoin? Mais souvent, c'est des aires de restauration. dont j'ai pas besoin. Souvent, c'est des dépanneurs, des IW, Subway. Il y a souvent des restaurations rapides autour là, des différentes bornes. Ouais. Mais tes 2x4, ce serait le fun. Mais tu non, vois... mais qu'est-ce que tu fais avec une perceuse? On n'a pas besoin de ça. Ouais, mais là, j'ai pas eu le choix. J'ai arrêté chez Rona. Bob le bricoleur arrive en ville. J'ai arrêté chez Rona, puis était en spécial. Il y a des gens qui s'inquiètent du manque de refuge pour itinérants. Oui, puis notamment, dans tout ce qu'on a entendu là, dans les derniers jours, la cohabitation difficile, la situation à la maison Benoît Labre, les appels qui sont de plus en plus nombreux, là, ce qu'on apprend ce matin, notamment dans le journal, c'est des organismes qui tirent sur la sonnette d'alarme à l'approche de l'hiver en disant qu'il n'y en a pas assez là, de lits, de ressources d'aide. Notamment au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, on prévoit près de 2000 places en hébergement au 1er décembre. Les déménagements, les fermetures de refuges, il y aura un déficit de... Oui, c'est énorme, mais... 2000 places, puis on part de l'idée qu'on n'en aura pas assez. Oui, mais parce qu'il y a de plus en plus d'itinérants à Montréal. Ça augmente de manière exponentielle. Puis, on le voit tous là, depuis la pandémie. Et ça, ce fameux 2000 places-là, c'est un déficit d'au moins 500 places. Ce que plusieurs disent, entre autres le PDG de la mission Bon Accueil, Sam Watt, qui lui s'inquiète de la situation avec l'hiver qui s'en vient. Et ça, ce manque de places-là viendrait, toujours selon les intervenants, là, augmenter les problèmes de cohabitation. C'est pas facile à l'approche de l'hiver. On sait, il y a des gens aussi qui veulent pas aller dans les refuges, ça c'est clair. Il y en a qui veulent faire leurs petites affaires. On a vu ce que ça a donné avec sur la situation Notre-Dame, là. Cette espèce de camping pour itinérants qui prend de l'ampleur et qui est là depuis un bon moment déjà. C'est juste que, moi, mettons, tu te dis comme CIUS, tu as mis en place, as-tu l'idée de gérer ça, puis la propreté de ça? Gérer 2000 places pour itinérants, c'est énorme, puis là, on dit c'est pas encore assez. Ça va en prendre combien à terme? Il va vraiment falloir qu'on commence à travailler sur des solutions un peu plus permanentes, un peu plus sérieuses. Et le Canadien joue ce soir et on sent autour de l'équipe là, une énorme nervosité de l'entraîneur, même des joueurs, de la direction. Là, il y a toutes sortes de rumeurs. Est-ce que Ken Hughes pourrait bouger en début d'année? Mais là, est-ce qu'on va abandonner le plan de reconstruction parce que cette saison va trop mal? Je sais pas si on entre dans la phase hard coaching. On avait entendu Martin Saint-Louis dire ça, mais on le sent plus vocal dans l'entraînement. Il perd même patience avec ses joueurs. Moins gentil. Il vomit plus. On n'a pas vu personne avoir des petits hauts de cœur. Quoique, le Canadien a encore perdu là, contre les Pingouins en fin de semaine, mais au moins, c'était pas du 8-3, du 7-8-3. Non, mais là, c'était l'absence C'était l'absence, je sais pas de dire de talent ou de quoi, parce que le Canadien affrontait la pire défense. OK, c'est vrai que c'était moins croche comme match, ils ont donné moins de chance à l'adversaire, c'était plus structuré, mais ils jouaient contre la pire défensive de la Ligue. Oui. Pingouins, là, c'est la pire défensive de la Ligue. Ceux qui ont accordé le plus de buts. Puis ils ont marqué un but. Exact. Ils ont failli être blanchis, là. Ouais. L'autre point d'interrogation, c'est les mises au jeu. Parce que si tu veux espérer marquer des buts, c'est toujours bon d'avoir le contrôle de la rondelle quand on met la rondelle sur la glace. Et à l'entraînement hier, il y avait un ancien du Canadien, Marc Bureau, qui était particulièrement bon dans cette facette du jeu-là. Et quand on regarde les chiffres du Canadien, on est à 47,6% au cercle de mise en jeu. On est 27e dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a pas un joueur qui est en haut de 50%, même pas Suzuki. Il frôle, mais Suzuki va pas bien du tout. 49,5% de mise au jeu. Pourtant, il est bon. Dvorak, c'en est un qui est pas pire habituellement dans le cercle des mises au jeu. On se demande qu'est-ce qu'il amène, lui. Ben, c'est à peu près ça. Il est même pas à 50%, lui non plus. Ce qu'on surveillait aussi à l'entraînement du Canadien, c'était Juraj Slafkovský, qui a été durement frappé à la tête lors du match contre les Pingouins de Pittsburgh. Il était quand même de retour à l'entraînement sur le deuxième trio avec Newhook et Jake Evans, qui a une promotion, qui est maintenant sur la deuxième unité. Tu comprends la détresse d'une équipe, parce que Jake Evans, c'est le seul joueur du Canadien, à mon avis, qui a une bonne saison à date, avec Caulfield, qui est marqueur. C'est ça. Mais c'est un joueur qui fournit l'effort, qui a l'air d'être là. C'est juste que là, lui, mais ça reste un centre défensif de troisième, quatrième trio. Là, tu l'amènes sur le deuxième trio, mais ça n'a pas rapport. Là. C'est comme... Il ne serait pas sur le deuxième trio avec les Rangers, mettons. Je pense pas. En tout respect pour Jake Evans, en tout respect pour le Canadien, une bonne équipe comme les Rangers, tu rendrais disponible tous les joueurs du Canadien,
Puis je pense au moins la moitié de l'équipe, les Rangers considéraient que c'est pas du calibre de la Ligue nationale. Ouais, ils enverraient dans la Ligue américaine. Enfin, alors, Calgary ce soir, les Devils jeudi et les Maple Leafs samedi. C'est la semaine qui nous attend. C'est la semaine du redressement pour le Canadien. C'est ce qu'on saura.